Il est 23h partout en Côte d'Ivoire. Merci de votre attention. Tout de suite, les titres à la une de l'actualité. En visite d'amitié de travail de 48 heures en Côte d'Ivoire, le chef de l'État gambien Adama Barrow a eu un entretien avec le chef de l'État Alassane Ouattara. Leur entretien a été suivi de la signature de 3 accords de coopération entre leurs deux pays. Dans cette édition, nous reviendrons sur le contenu de ces accords avec notre reporter Viviane Haïm. La première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, a signé un accord avec le chocolatier américain Hershey's Company. Cet accord porte sur le financement de la réalisation d'infrastructures scolaires dans 10 villages situés dans les zones de production de cacao. Plus de détails dans cette édition. Et puis Patrick Achille, le Premier ministre, chef du gouvernement, valide une convention portant sur le financement de la cacao-culture. Le chef du gouvernement a eu des échanges avec une délégation du groupe américain Hershey, spécialisé dans l'agro-industrie. On en parle également dans cette édition. Voilà pour l'essentiel. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous suivre. Au terme de la visite d'amitié et de travail de 48 heures qu'il effectue en Côte d'Ivoire, le président de la République de Gambie, Adama Barrow, comme vous pouvez le voir sur ces images, a regagné son pays à l'aéroport d'Abidjan pour l'accompagner. Il y avait le vice-président de la République, Tiemoko Méliès-Koné, et plusieurs membres du gouvernement. Et avant son départ à destination de son pays, la Gambie, le chef de l'État gambien Adama Barrow, nous le disions à l'instant dans les titres, a eu un entretien avec le chef de l'État, Alassane Ouattara. Leur entretien a été suivi de la signature de 3 accords de coopération entre leurs deux pays. Le compte-rendu de Viviane Haïm. L'accueil ce mercredi 27 avril 2023 du président de la Gambie, Adama Barrow, au palais présidentiel, marque un tournant historique dans les relations entre les deux pays que sont la Côte d'Ivoire et la Gambie. En effet, c'est la toute première visite d'un chef d'État gambien en Côte d'Ivoire. Dès sa descente de voiture, le président Adama Barrow a reçu les honneurs militaires rendus par la garde républicaine, suivi de l'accueil chaleureux et fraternel de son hôte, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État ont ensuite eu un échange sur plusieurs sujets d'intérêt commun, notamment le renforcement de la coopération entre leurs deux pays. Le président Adama Barrow, à la tête de la Gambie depuis 2017, est le premier chef d'État de ce pays à fouler le sol ivoirien. Cette visite d'amitié et de travail a permis des avancées importantes au niveau de la coopération entre les deux pays. La Gambie, pays dont les principales ressources sont le tourisme et la pêche, et la Côte d'Ivoire, dont les principales ressources sont agricoles, 3 accords de coopération ont été signés ce jeudi 27 avril au palais présidentiel. Il s'agit d'un accord cadre de coopération entre les deux gouvernements, d'un accord relatif de services aériens entre les deux États, d'un accord de coopération dans le domaine de l'énergie entre les deux gouvernements. Les deux chefs d'État se sont félicités de l'impulsion ainsi donnée à la coopération entre leurs deux pays, ainsi que leur convergence de vues sur différentes questions se rapportant à la sous-région ouest-africaine. Je voudrais, Monsieur le Président, Excellence, vous exprimer ma gratitude pour vos efforts sans relâche que vous avez consenti à aider mon pays pour le retour de la démocratie, surtout au niveau de la CEDEAO, de l'Union africaine et des Nations unies. Je voudrais, Monsieur le Président, que vous me permettiez personnellement de vous remercier pour votre patience, votre sagesse et surtout votre action pendant la transition et les périodes difficiles dans mon pays et surtout pour le retour de la paix dans mon pays. Ce n'est un secret pour personne. Ce n'est un secret pour personne. Les Ivoiriens et les Gambiens sont des frères. Cela, nous en voulons pour preuve la population gambienne qui vit ici en Côte d'Ivoire en de parfaits termes avec leurs frères ivoiriens. Je voudrais dire que les Ivoiriens et les Gambiens sont des frères et surtout ceux qui sont ici continuent à travailler pour renforcer l'économie gambienne à travers des activités commerciales. Et je pense que cela est très important. Cette visite est donc un signe de mon engagement fort, ainsi que de mon gouvernement et de toute la population gambienne, pour voir ces coopérations entre nos populations se renforcer. Ma présence ici va encourager davantage les investissements et surtout, avec l'appui des ambassadeurs, renforcer davantage les coopérations.
Nous sommes impatients, surtout à travers un cadre de discussion bilatérale, de renforcer davantage nos coopérations. À quoi bas, Monsieur le Président? C'est dire que nous sommes véritablement honorés puisque c'est la première visite d'un chef d'État gambien dans notre pays. Je voudrais aussi profiter de votre présence pour vous réitérer mes remerciements pour le soutien apporté à la Côte d'Ivoire dans le cadre de la CEDEAO, dans la résolution de la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, suite à l'arrestation de 49 de nos vaillants soldats déployés au sein de la MINUSMA au Mali. Nous avons eu un entretien long, fructueux et très positif pour échanger nos expériences sur la gestion de nos États. Et nous sommes convenus de souligner que la démocratie est la meilleure voie pour le développement. Vous avez insisté là-dessus et je voudrais vous dire que je partage le même sentiment et que l'excellence de ces relations d'amitié et cette confiance en la démocratie dans nos deux pays ne fera que renforcer le développement et l'intégration des économies de l'Afrique de l'Ouest. La signature de 3 accords tout à l'heure dans différents domaines, y compris le domaine du transport aérien, contribuera à la dynamisation et la diversification de cette coopération, car sur le plan économique et commercial, les échanges entre nos deux pays ne reflètent pas l'excellence de nos relations. Ils sont nettement en deçà des potentialités qui existent de part et d'autre. Donc, je puis vous dire que très bientôt, Air Côte d'Ivoire continuera donc de faire en sorte que son réseau puisse desservir votre pays également. Monsieur le Président, bien sûr, cela facilitera le déplacement des hommes et des femmes d'affaires pour explorer les possibilités d'investissement dans nos deux pays. Monsieur le Président, je voudrais bien sûr vous réitérer mes remerciements pour votre visite, vous réaffirmer mon entière disposition, celle du Premier ministre et du gouvernement, pour continuer d'échanger entre nos deux pays et les deux gouvernements pour le bien-être des peuples gambiens et ivoiriens. Le président gambien devait achever sa visite d'amitié et de travail ce jeudi, visite qui a permis un repositionnement des relations entre la Côte d'Ivoire et la Gambie. À présent, avec notre reporter Konaté Moussa, regardons ensemble les réactions des parlementaires suite au discours prononcé par le chef de l'État sur l'état de la nation et précisément sur la proposition faite par le président de la République lors de son discours devant le Parlement d'une modification de la Constitution actuelle en vue de l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement, l'une allant de janvier à juin et la seconde d'octobre à décembre. Comment la nouvelle est accueillie par l'ensemble des parlementaires? Quels sont les avantages que présente la double session dans le calendrier des parlementaires? Élément de réponse dans ce reportage. Face au Parlement réuni en congrès ce mardi 25 avril, le président de la République, Alassane Ouattara, fait cette annonce. Je viens vous soumettre, conformément à l'article 177 de la Constitution, je l'ai toujours dans la poche, la Constitution, une modification constitutionnelle. Les modifications que je propose visent, entre autres, l'instauration de 2 sessions ordinaires au Parlement. Oui. L'une de janvier à juin et l'autre d'octobre à décembre. 2 sessions ordinaires pour le Parlement, un mode de fonctionnement qui a existé depuis les années 60 jusqu'à l'avènement de la Troisième République avec la Constitution du 8 novembre 2016. Cette nouvelle constitution stipule dans son article 94 que la session de l'Assemblée nationale commence le premier jour ouvrable du mois d'avril et prend fin le dernier jour ouvrable du mois de décembre. La session du Sénat commence 7 jours ouvrables après celle de l'Assemblée nationale et prend fin 7 jours ouvrables avant la clôture de la session de l'Assemblée nationale.
Depuis 1960, la première constitution et même la constitution de 2000 prévoyaient 2 sessions parlementaires. Donc c'était une bonne chose parce que ça permettait un rythme un peu bon du déroulement des travaux de l'Assemblée nationale parce que ça permettait aux députés, entre 2 sessions, de pouvoir partir sur le terrain, rejoindre leurs électeurs, faire la restitution des travaux parlementaires. On n'aurait pas dû abandonner cette première procédure qui était là depuis 1960. Donc revenir à 2 sessions dans l'année est une bonne chose que j'apprécie. Aujourd'hui, avec tout ce qui a été fait, le président trouve aujourd'hui opportun de revenir effectivement à case départ à travers effectivement une modification des dispositions de l'article 94. De sorte que désormais, et conformément effectivement à une volonté qui a été également exprimée par le parlementaire, donc qui a été heureusement prise en compte par le président de la République, à savoir revenir sur 2 sessions, de sorte effectivement à ce que les vacances scolaires coïncident avec les vacances gouvernementales, qui vont à leur tour coïncider avec les vacances parlementaires. Le président veut qu'il y ait une section budgétaire à part entière et une section normale sur les lois à part entière. Mais au-delà de ces 2 sections ordinaires, il peut y avoir des sections extraordinaires sur un ordre du jour bien précis. C'est juste une adaptation des programmes de travail. Avec de nouvelles habitudes, écoutez, on est là pour le travail et tant qu'on nous organise pour que nous soyons le plus performants possible, je pense que c'est quelque chose qu'il faut accepter. Je pense même qu'on sera encore plus efficace. En clair, les travaux parlementaires du mouvement non-stop selon la constitution actuelle ayant montré son efficacité, la session unique dans son exécution n'était pas sans difficulté selon les parlementaires. C'est faisant, il y a un petit flottement avec le programme du gouvernement, il faut l'avouer, en ce sens que durant l'été, le gouvernement est en vacances et nous sommes en section. Durant tout le mois d'août et parfois la première semaine de septembre, où le gouvernement est en vacances, il nous est difficile d'obtenir la présence d'un représentant du président de la République. La session unique avait cet inconvénient que, par exemple, on était supposé être en session au mois d'août, septembre, et pendant cette période, les ministres sont en vacances. Et donc, de fait, les députés étaient aussi en vacances. Le partenaire privilégié du Parlement, qui est le gouvernement, au moment où ce gouvernement est en vacances, il est difficile que les textes soient examinés à bonne date. Donc, c'est quelques difficultés d'agenda et bien d'autres qu'on les analyse et qu'on en tire des conséquences. C'est ce que le chef de l'État a bien voulu faire. Et je pense que c'est une bonne chose. Si la modification proposée par le chef de l'État venait à être adoptée, les parlementaires auront toujours 9 mois de travaux, mais cette fois avec des vacances dans la deuxième moitié de l'année. Pour les élus de la nation, l'initiative offre de nombreux avantages. Il s'agit de faire coïncider les vacances parlementaires avec les vacances gouvernementales. Et cela a l'avantage pour les parlementaires d'être proches de leur famille, de leurs enfants, à l'occasion des vacances scolaires. Nous ne serons pas en vacances pendant que les membres du gouvernement travaillent et on ne sera pas en train de travailler pendant que les membres du gouvernement sont en vacances. Donc en fait, ça va créer une certaine synergie dans le travail que nous allons faire. Au regard des propos recueillis, le retour à la double session parlementaire annoncée par le président Alassane Ouattara rencontre le consentement de l'ensemble des députés et sénateurs. Le projet de modification est donc attendu pour son examen par les 354 élus de la nation, dont 255 députés et 99 sénateurs. Et deuxième titre de ce journal, ce jeudi, la première dame Dominique Ouattara, présidente du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, en abrégé CNS, a signé un accord avec le chocolatier américain Hershey's Company. Cet accord porte sur le financement de la réalisation d'infrastructures scolaires dans 10 villages situés dans les zones de production de cacao. Dans chaque village, il sera réalisé une école de 6 classes, une cantine et un forage et plusieurs autres équipements scolaires, le tout pour une valeur de 1,5 million $. Mahama Traoré nous en parle. Avec un grand sourire,
La première dame Dominique Ouattara retrouve les partenaires du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS, qu'elle préside. Un sourire qui vaut 1,5 million de dollars, soit plus de 891 millions de francs CFA, montant total que le chocolatier américain Hershey's Company compte investir en Côte d'Ivoire dans les zones de production cacaoyère en milieu rural. Tout le sens de la signature de cet accord entre le CNS, le donateur et la fondation ICI, International Cocoa Initiative. 60 salles de classe primaire, soit 10 écoles primaires de 6 classes. 10 bureaux de directeurs, soit un bureau de directeur pour chaque école. 60 latrines scolaires, soit 2 blocs de 3 latrines pour chaque école. 10 cantines scolaires, soit une cantine scolaire par école. 10 forages d'eau potable équipés de pompes, soit un forage pour chaque école. 1500 tables banques, soit 150 tables banques par école et 25 tables banques par classe. De multiples acteurs publics comme privés implémentent des projets sectoriels dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans la zone de production du cacao. Mais ces projets, malheureusement, n'ont parfois aucun lien fonctionnel les uns avec les autres. Il est donc utile que ce type d'accord soit soutenu pour éviter le cloisonnement des actions afin d'agir de manière complémentaire. Outre la sensibilisation et la répression, l'éducation est cet autre levier sur lequel le CNS s'appuie pour combattre le travail des enfants. Nos employés à Hershey sont très fiers de savoir que chaque barre de chocolat que nous vendons contribue à soutenir les élèves de l'école. Pour perpétuer l'héritage de notre fondateur, nous sommes ravis de pouvoir soutenir la vision de la première dame qui est d'assurer un avenir radieux aux enfants de Côte d'Ivoire en finançant la construction de 10 écoles primaires dans des communautés qui en sont actuellement dépourvues. Madame la Première Dame, la lutte que vous menez à travers le CNS contre l'exploitation et le travail des enfants dans les zones cacaoyères est complémentaire de votre engagement avec la Fondation Kids of Africa en faveur de la scolarisation en Côte d'Ivoire. L'ensemble des réalisations prévues dans le cadre du présent accord vont contribuer à accroître le taux de scolarisation dans les zones ciblées. Toutes les commodités intégrées à la construction des infrastructures auront pour effet immédiat d'améliorer les conditions d'apprentissage et le maintien d'un plus grand nombre d'enfants à l'école. Pour sa part, Dominique Ouattara se réjouit de cet appui de l'industriel américain Hershey's Company. Je voudrais féliciter toutes les parties prenantes, publiques et privées, pour leurs initiatives en matière de construction d'écoles de proximité, de cantines, de logements pour les enseignants, d'appui à la délivrance de certificats de naissance et bien d'autres actions qui contribuent à l'amélioration du bien-être des familles des producteurs. Toutes ces actions ont eu un impact positif sur le taux de scolarisation des enfants dans la zone cacaoyère qui a augmenté, comme vous le savez, passant de 71% en 2013 à plus de 85% en 2018, selon l'enquête de l'Université de Chicago sur le travail des enfants dans la production de cacao en Côte d'Ivoire. Je saisis cette occasion pour remercier nos partenaires ici présents et pour toutes les actions menées pour remédier au phénomène du travail des enfants. Je me réjouis également des résultats notables obtenus. Cependant, des défis persistent et il est important de continuer à agir ensemble et de manière cohérente sur les causes profondes du travail des enfants. C'est pourquoi je voudrais remercier et féliciter l'entreprise Hershey qui s'est inscrite dans cette dynamique de construction d'infrastructures scolaires en prenant l'engagement de réaliser 10 écoles primaires entièrement équipées, 10 cantines et 10 forages dans la zone cacaoyère. Toutes ces choses vont contribuer à réduire le déficit d'infrastructures scolaires dans cette zone et à accroître le taux de scolarisation de nos enfants. L'accord désormais signé place à la sélection des villages bénéficiaires, étape qui précédera la construction des ouvrages scolaires. Le CNS est chargé du suivi et de la coordination de ce projet, quand la Fondation ICI est chargée de sa mise en œuvre.
Et cet après-midi, du côté de la primature, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à la signature groupée de 21 marchés de construction, 37 collèges de proximité qui seront construits dans 9 directions régionales du pays pour un coût total de 11,7 milliards de francs CFA, financé par le contrat de désendettement et de développement en abrégé C2D. Autre activité du chef du gouvernement, cet échange qu'il a eu avec une délégation du groupe américain Air Chase, spécialisé dans l'agro-industrie. L'entreprise a signé avec la Côte d'Ivoire une convention à 3 volets à hauteur de plus de 25 milliards de francs CFA pour le financement de la cacaoculture. Franck Quadio. Signature regroupée des marchés des collèges de proximité sous le regard du Premier ministre, chef du gouvernement, Patrick Hachi, et de l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, Jean-Christophe Béliard, dont le pays, dans le cadre du C2D, finance la construction de 37 collèges de proximité. Les ministres de l'Éducation nationale, Maria Toukone, et du budget, Moussa Sanogo paraphe la convention sur l'approbation de 21 marchés de construction de 37 collèges de proximité dans 9 directions régionales, dont Divo, Korogo et Sassandra. Coût total, 11,7 milliards de francs CFA financés par le contrat de désendettement et de développement C2D, qui a déjà contribué à la construction de 116 écoles et 83 collèges depuis 2013. Le gouvernement ivoirien, par la voix de son Premier ministre, salue cette coopération agissante de la France en Côte d'Ivoire. Nous n'avons tout simplement, comme je le dis, pas le droit, donc ni à l'erreur, ni au retard, ni à la retraite. J'ai d'ailleurs demandé à Mme la coordinatrice du CTA technique du C2D de m'informer directement de l'état d'avancement des travaux. Mesdames et messieurs, au début du mois de mai, les 43 collèges de proximité livrés en début d'année sur financement du C2D feront l'objet d'une inauguration aux 4 coins d'un pays. Le Premier ministre Patrick Hachi a dans la foulée rencontré une délégation de l'entreprise américaine Esky spécialisée dans l'agro-industrie. Les remercier pour également avoir pris le temps d'aller sur le terrain à Divo, vivre eux-mêmes, je dirais, toucher du doigt la réalité de ce que vivent les fermiers, la réalité de l'environnement et l'écosystème du cacao ivoirien. Pour nous, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important parce que cela facilite par la suite les discussions que nous avons, en particulier sur la durabilité de la chaîne de valeur qui est extrêmement importante. Cette entreprise est présente en Côte d'Ivoire pour participer au développement de la cacaoculture. Elle investit dans le pays à plusieurs niveaux et ses échanges avec le chef du gouvernement sont jugés fructueux. Nous avons lancé 3 initiatives. Il s'agit d'une initiative qui vise à améliorer les revenus des producteurs de cacao. C'est une initiative d'une valeur de 25 milliards de francs CFA. Donc on a eu le grand plaisir, l'honneur de venir ici d'échanger avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à propos de ces initiatives, d'avoir ses encouragements et ses félicitations. Et il faut dire qu'on est très content que ces initiatives sont bien en phase avec la stratégie nationale de cacao durable, en phase avec ses piliers sur l'environnement, l'économie. Point d'orgue, une signature de convention entre l'entreprise américaine et le Conseil Café Cacao. Le Premier ministre Patrick Hachi avait à ses côtés le représentant du ministre des Eaux et Forêts et le ministre de l'Environnement et du Développement durable. Quittons les parvis de la primature, je vous invite à présent à suivre ce communiqué qui émane de la Direction générale du protocole d'État. Il renseigne sur les personnalités attendues à la primature le lundi 1er mai dans le cadre de la célébration de la fête du travail. Communiqué lu pour vous par Abou Sanogo. Les personnalités, centrales syndicales et organisations professionnelles ci-après sont conviées à la cérémonie de célébration de la fête du travail le lundi 1er mai 2023 à 14h dans l'enceinte de la primature sise au plateau en présence de M. Patrick Hachi, Premier ministre, chef du gouvernement. Ce sont Madame et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame et Messieurs les ministres, gouverneurs des districts autonomes, Monsieur le directeur de cabinet du Premier ministre, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le vice-doyen du corps diplomatique, Monsieur le coordonnateur résident du système opérationnel des Nations Unies, Madame la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur le représentant résident du Bureau international du travail, Monsieur le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, Madame le chef de cabinet du Premier ministre, Mesdames et Messieurs les conseillers et conseillers techniques à la primature,
Monsieur le préfet d'Abidjan, Messieurs les maires du district autonome d'Abidjan, Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Monsieur le président de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, Messieurs les présidents des autorités de régulation, Messieurs les présidents des chambres consulaires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des structures publiques et parapubliques, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et centraux du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, Madame et Messieurs les présidents des universités publiques, Messieurs les présidents de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, de la plateforme unique des petites et moyennes entreprises, de la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises, les membres de leurs bureaux respectifs, Mesdames et Messieurs les présidents et secrétaires généraux des centrales syndicales, UGTCI, Dignité, FESACI, UNADCI, Humanisme et 100 de leurs membres respectifs. 10 membres du directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels, 10 membres du Forum national des confessions religieuses, 10 membres du Conseil supérieur des imams, Monsieur le Président et 30 membres du Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. Les cartons d'invitation sont à retirer à la Direction générale du protocole d'État, Ministère d'État, Ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, du jeudi 27 au vendredi 28 avril 2023 de 9h à 17h. Notez bien, la mise en place dans l'enceinte de la primature débutera à 11h30 et prendra fin à 13h30, horaire de rigueur. À l'instant donc, ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État lu pour vous par Abou Sanogo qui renseigne sur la célébration de la fête du travail et les dispositions prises dans ce sens. Quittons à présent ce champ pour parler cette fois-ci de la ville d'Abidjan qui accueille depuis ce matin la 6e édition du Salon international de la géomatique. 3 membres du gouvernement étaient présents pour l'occasion. L'initiative est du Comité national de télédétection et d'information géographique. Objectif de cette rencontre, sensibiliser les acteurs de développement sur les outils de géoinformation afin que ceux-ci profitent aux collectivités territoriales. On en sait plus avec Grace Kando. Proposer des stratégies et solutions opérationnelles pour l'accroissement des ressources et le développement durable des communes, entre autres objectifs que vise le Salon international de la géomatique. Le Salon vient offrir un cadre d'échange et de partage d'expériences aux structures nationales et internationales afin de leur permettre de présenter des solutions géospatiales couplées avec l'intelligence artificielle, des données utiles à la gestion des problématiques clés qui contribuent à booster le développement tel que l'interconnectivité des appareils intelligents pour une meilleure gestion des villes. Cette rencontre, la 6e du genre, réunit plusieurs participants, dont des élus locaux, nationaux et internationaux, venant de 15 pays d'Europe et d'Afrique. La géomatique, c'est un système dans lequel toutes les économies peuvent trouver une performance qui va leur permettre de décoller. Nous avons vu ce que ça a apporté à la Côte d'Ivoire et nous ferons de manière à ce que cela soit dupliqué au Mali pour que nous ayons des résultats aussi probants et tangibles. Dans le contexte actuel, où l'urbanisation est rapide, la croissance démographique aussi, la géomatique, nous le constatons, offre des solutions innovantes pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens. Elle permet une meilleure compréhension des dynamiques urbaines et une prise de décision plus éclairée en matière d'aménagement du territoire. Les ministres Vagondo Diomandé et Amadou Koulibaly encouragent notamment les maires, les conseillers régionaux et les ministres-gouverneurs à s'approprier ces outils de bonne gouvernance qui permettent une meilleure planification. Votre présence est la preuve palpable de votre souci de contribuer au développement de vos localités respectives et surtout de votre engagement à aller toujours de l'avant, à explorer les horizons nouveaux dans l'optique d'atteindre cet objectif que nous recherchons tous en allant à la quête des remèdes qui pourraient nous y conduire. Le thème de cette édition, Géo-intelligence et gouvernance des territoires, quel apport des solutions géotechnologiques à la gestion des communes africaines pour un développement durable, cadre parfaitement avec la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de faire de la transformation digitale un levier puissant de notre croissance économique. La géo-information s'impose comme un levier indispensable à la modernisation des administrations publiques et privées,
et au développement durable des collectivités. Cette 6e édition du Salon international de la géomatique sera meublée entre autres par des panels, des rencontres B2B et des distinctions. Et puis dans le fil de l'actualité nationale, sachez que le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité, en présence de plusieurs autres membres du gouvernement, a lancé les activités de pré-saison dans le cadre de la lutte contre les inondations. L'opération est placée sous le thème « Saison des pluies, 0 victime, c'est possible ». Ces opérations de sensibilisation sont destinées à informer les populations sur les dangers, les inviter à quitter les zones à risque afin de minimiser les dégâts matériels et sauver des vies. Selon le ministre Bouaké Fofana, depuis une dizaine d'années, d'importants ouvrages d'assainissement sont réalisés, notamment dans la ville d'Abidjan, afin de préserver la vie des populations contre les menaces liées aux inondations, aux éboulements et aux glissements de terrain. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Direction la salle de conférence du ministère d'État, ministère des Affaires étrangères. Le Canada et la Côte d'Ivoire ont signé un mémorandum d'entente de 9 protocoles de projet. Ces protocoles d'accord portent sur différents projets de développement dans les secteurs de l'agriculture, la santé, la reproduction familiale. Apportés par le ministère du Plan du Développement, ces projets s'inscrivent dans la réalisation du PND 2021-2025. Amadou Kouassi. Un mémorandum d'entente cadre signé entre le ministère du Plan et du Développement et l'ambassade du Canada en Côte d'Ivoire. À cela s'ajoutent 9 protocoles projets signés avec d'autres ministères techniques. Le tout d'un montant global de 25 milliards de francs CFA pour accompagner le développement de la Côte d'Ivoire. Ces signatures participent à la mise en œuvre du PND 2021-2025 à divers niveaux. Notamment l'accélération de la transformation structurelle de l'économie, le développement du capital humain et la promotion de l'emploi, le renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale et de l'action sociale et finalement la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Cette signature vient matérialiser la bonne santé de la coopération économique entre les deux pays, d'où la croissance des échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Canada. En effet, malgré la crise sanitaire mondiale, les importations de produits canadiens en Côte d'Ivoire ont connu une augmentation d'environ 25%. Dans cette dynamique, l'aide internationale du Canada à la Côte d'Ivoire est passée de 30 millions de dollars canadiens en 2018-2019 à 40 millions de dollars canadiens en 2020-2021, soit une hausse de plus de 30% sur la période. L'éducation, l'agriculture, la santé, l'emploi, l'autonomisation des femmes ainsi que la lutte contre le réchauffement climatique font partie des secteurs touchés par ces protocoles de projet. D'où l'engagement du ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani. Tous ces projets seront mis en œuvre suivant plusieurs composantes en rapport avec le développement durable. Par la présente signature, nous marquons notre accord et notre volonté de collaborer avec les experts canadiens pour la mise en œuvre efficiente des 10 projets au bénéfice de nos populations. Il convient de souligner que ces projets au nombre de 9 mettront en exergue une problématique majeure pour la résilience des communautés face aux divers chocs pouvant constituer un frein à leurs activités. L'appui global du Canada à la Côte d'Ivoire s'élève à 109 milliards de francs CFA dans la mise en œuvre du PND 2021-2025. Ce sont 15% de ce montant déjà déboursé selon la partie canadienne. La Côte d'Ivoire et le Canada ont célébré récemment les 100 ans de partenariat économique. Et puis en politique, l'ancien maire FPU de la commune de Yopougon de 2001 à 2011, ancien compagnon de lutte de l'ex-président Laurent Gbagbo, maintenant Djidan Félicien dépose ses valises au RHDP. Il a officiellement rejoint les rangs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix au cours d'une cérémonie d'intronisation qui s'est tenue au siège du parti à la rue Le Pic à Cocody. C'était en présence du secrétaire exécutif du parti, Cissé Bakongo, de plusieurs membres du directoire du RHDP. La cérémonie présidé par Adama Bictogo, cadre du RHDP. Il avait à ses côtés les communautés ébriées de Yopougon. Nous dit Chantal Alcandan, nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions.
Et puis dans l'actualité internationale, après avoir combattu pour la France, des ex-tirailleurs sénégalais bientôt de retour dans leur pays, le Sénégal. Les vétérans de Bondy, au nord de Paris, ont entre 80 ans et 96 ans pour le plus ancien. Tous sont ravis de retourner sur la terre de leurs ancêtres. Leur retour au Sénégal a été rendu possible suite à une mesure dérogatoire décidée en janvier dernier par le gouvernement français. Jusque-là, ces vétérans des guerres d'Indochine et d'Algérie avaient l'obligation de passer au moins 6 mois par an en France pour avoir droit à leur pension. Ils vont désormais pouvoir vivre en permanence dans leur pays d'origine sans perdre leur allocation minimum de vieillesse de 950 € par mois, soit 622 000 francs CFA. Voilà qui marque la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.